du Pacte du pouvoir de vivre. Je suis Amandine Le Breton, je suis directrice de l'association d'animation du Pacte et donc je vais animer ce webinaire qui va commencer dans quelques instants et qui devra se finir à 9h30 comme d'habitude. Alors, quelques mots sur ces webinaires pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus peut-être. L'objectif, en fait, de ces moments assez courts qui se tiennent toujours le matin sur ces horaires, c'est de prendre le temps au sein des organisations du Pacte. Donc là, on se retrouve entre salariés, bénévoles, militants des associations et des organisations. L'idée, c'est de prendre un moment pour expliquer des enjeux propres au Pacte, des enjeux croisés, environnementaux, sociaux ou démocratiques, présenter des travaux, des rapports, des organisations membres, et ça peut être aussi l'opportunité de faire le point sur un sujet d'actualité, même s'il n'est pas porté par le Pacte du pouvoir de vivre en lui-même. Mais voilà, c'est un moment entre nous où on apporte un éclairage sur un sujet. Et donc aujourd'hui, on avait deux invités. Le premier est Rémi Guidoum, donc responsable biodiversité à la FNH. Et puis avec Rémi, il devait y avoir Hélène Denise de la Fondation Abbé Pierre. Alors Hélène est souffrante, donc elle ne peut pas être là ce matin. Donc c'est Rémi qui va faire la présentation. Rémi et donc Hélène devaient nous parler de l'artificialisation des sols et de l'objectif zéro artificialisation nette dans ses dimensions environnementales, bien sûr, mais aussi dans sa dimension sociale. Donc Rémi et Hélène travaillent ensemble au quotidien puisqu'ils ont des travaux en commun, donc pas de souci. Voilà, on a pu faire le petit lien ce matin quand Hélène nous a appris que c'était compliqué pour elle de venir. Voilà, donc Rémi va intervenir pendant 25 minutes comme d'habitude. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Ce qu'on va faire, c'est là aussi comme d'habitude, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions dans la discussion de cette vidéo. Ça me permettra, moi, de les transmettre à Rémi. Et ça permet, sur les 15 minutes d'échange entre nous, de passer en revue beaucoup de questions et donc d'avoir un temps d'échange aussi très riche. Dernier point d'info, ce webinaire est enregistré comme vous l'avez vu. Voilà. Rémi, je te laisse la parole et la main sur ta présentation et puis on se retrouve dans 25 minutes. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Rémi, on ne t'entend pas. Ton micro est éteint. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, peut-être l'autre micro. C'est étrange, en effet, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Toujours pas. Si, D'accord. Est-ce que tu peux peut-être te déconnecter et te reconnecter? Est-ce que ça fonctionne à nous? Non, toujours pas? Ah, Ah si, c'est bon. Ok. Ouais. Merci, je te laisse la main. ça marche. Désolé pour ce petit problème technique. Alors, je vais donc partager mon écran et lancer. Ouais, on voit tous, on voit la présentation, c'est bon. D'accord. Eh bien, allons-y. Alors, effectivement, on va présenter aujourd'hui les travaux qu'on réalise donc, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre sur la question de la lutte contre l'artificialisation des sols, en intégrant la question des enjeux sociaux, et donc en se posant les questions de savoir comment on lutte contre l'artificialisation des sols et comment on fait en sorte de ne pas aggraver les inégalités sociales en chemin. Alors, ça croise les expertises qu'on a de part et d'autre, donc côté FNH sur les politiques publiques de l'aménagement et l'artificialisation des sols, avec une publication qu'on a sortie en juin 2022, notamment sur ce sujet. Et puis côté Fondation Abbé Pierre, évidemment, le rapport sur le mal logement, dont la 28e édition est sortie tout récemment. Donc l'étude qu'on mène sur les enjeux sociaux, on le fait avec le soutien de l'ADEME, de la Banque des Territoires et de l'OFB. Et donc, c'est un travail qu'on va vous présenter, mais tout d'abord, je voulais repartir de ce qu'est un sol. Alors, sans rentrer dans tous les détails, un sol, c'est quelque chose qui est pas seulement une surface, mais qui est en 3 dimensions. Et donc, il faut bien avoir ça en tête quand on parle d'artificialisation des sols. C'est qu'en fait, non seulement on va couvrir le sol pour réaliser des usages, que ce soit la construction du bâtiment, des aménagements de transport, etc. Mais en fait, on va changer la structure et la composition en profondeur. Et ça, du point de vue écologique, ça a beaucoup, beaucoup d'impact.
Alors, initialement, la notion d'artificialisation des sols, elle correspondait à une préoccupation de suivi des pertes de terres agricoles. Et donc, l'idée, c'était de dire, est artificialisé un espace qui sort de l'usage agricole. Ensuite, la définition s'est progressivement élargie et on est arrivé à une définition qui s'intéresse non seulement à la perte de terres agricoles, mais aussi à la perte d'espaces naturels et forestiers. Et donc, on arrive à un acronyme, ENAF, qui veut dire Espace naturel, agricole et forestier. Et donc, pendant des années, on a considéré que l'artificialisation des sols, c'était le fait de consommer, c'est-à-dire de venir retirer à ces usages des espaces donc, qui ne sont plus ni naturels, ni agricoles, ni forestiers. Concrètement, ça revient à dire les sols qui sont urbanisés. Alors, cette définition-là, elle a été reprise dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, dans la loi Climat et résilience de 2021, on a eu une nouvelle définition de l'artificialisation. Et donc, c'est celle-ci, l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc là, on voit bien que la définition, elle a davantage pris en compte les questions de fonctions écologiques, en détaillant, qu'il y a une notion d'altération durable, et le mot durable a un sens, en fait, parce qu'il faut que ça soit une altération de longue durée, et ça induit des choses sur ce qu'on considère ou pas comme artificialisé. Et malgré tout, on reste dans une exception basée sur l'occupation ou l'usage, c'est-à-dire qu'on va définir ce qui est artificialisé ou pas sur cette base-là, en pensant que c'est l'occupation et l'usage qui induisent le niveau d'altération, en fait. Et donc, la loi précise que est artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés, stabilisés ou compactés, ou constitués de matériaux composites, et non artificialisée une surface soit naturelle, constituée en habitat naturel, ou utilisée à l'usage de culture. Et donc, c'est notamment ce point sur l'altération durable qui fait que sur la question agricole, on considère que quand bien même il peut y avoir une altération sur un temps donné par des pratiques intensives ou autres, on considère, en tout cas pour l'instant, la loi considère que ce n'est pas une altération durable. Voilà. Pour mettre en œuvre cette définition et donc détailler, en fait, préciser les deux catégories que je viens d'énoncer, le règlement, donc un décret d'application, prévoit une nomenclature détaillée dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais qui en fait précise les deux catégories que j'avais citées, avec des sous-catégories, etc. La raison pour laquelle je l'évoque, c'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup de débats sur la manière dont doit évoluer cette nomenclature. Et donc, ce décret est en train d'être retravaillé, notamment autour de la catégorie 5, qui constitue donc tout ce qui est pelouse résidentielle, secondaire, tertiaire, les parcs et jardins, etc. Pour l'instant, qui sont considérés comme artificialisés, et beaucoup d'acteurs souhaiteraient qu'ils soient considérés comme non artificialisés. Voilà, je pourrais préciser un peu les tenants et les aboutissants de la discussion dans les questions si vous le souhaitez, mais voilà, ça c'est un peu le point de tension en ce moment. Notamment lié au fait que l'artificialisation, si on considère la consommation d'ENAF, et bien en fait, quand on va construire une route ou un lotissement, et bien, ça apparaît de la même manière dans la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Pourtant, en termes d'imperméabilisation, on n'a pas le même impact de manière évidente. Pour autant, voilà, la question c'est est-ce qu'en termes d'artificialisation, on considère que le bâti et les jardins sont artificialisés, donc l'ensemble de ce qui est à droite ici, ou il faudrait considérer que seules les surfaces bâties le sont. Et donc, auquel cas, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, parce qu'on voit bien qu'entre 1 hectare de route et 1 hectare de lotissement, en fait, on n'a pas du tout le même taux d'imperméabilisation. Et donc voilà, c'est un peu ces questions-là qui nourrissent les débats autour de la nomenclature. Bon. Alors, on a aussi toute une difficulté sur la problématique de l'artificialisation avec les statistiques et les données qu'on utilise. Et c'est pour ça qu'on a souvent dans la presse des informations qui paraissent contradictoires. Donc, un département artificialisé tous les 10 ans, tous les 8 ans, tous les 7 ans, etc. En réalité, ça tient au fait qu'il y a plusieurs sources de données qui ont été historiquement un peu concurrentes sur
sujet-là, avec des données européennes, des données du ministère de l'Agriculture et des données du CEREMA, qui est un établissement public du ministère de l'Écologie, qui utilise des méthodes différentes, soit basées sur de la photo-interprétation satellite, soit basées sur une méthode d'échantillonnage avec des points de suivi et des photos aériennes donc pour le ministère de l'Agriculture, ou par des fichiers de taxe foncière pour le CEREMA. Et donc voilà, ça ne donne pas les mêmes résultats. Et la dynamique en ce moment, c'est de construire un outil donc, qui s'appelle l'occupation du sol à grande échelle, donc, qui est produit par l'IGN, c'est l'Institut national de géographie. Et le but, c'est d'avoir un outil national qui fasse référence et qui puisse cartographier l'ensemble du territoire sur la base de la nomenclature que j'ai présenté rapidement tout à l'heure. Sachant que cet outil est prévu pour une sortie fin 2024, donc pour l'instant, il n'est pas disponible. Et ça aussi, ça occasionne pas mal de débats parce que les efforts de lutte contre l'artificialisation au titre de la loi climat, ils commencent tout de suite. Et pour autant, l'outil n'est pas encore disponible. Donc, il y a une question d'accès aux données. Alors, par rapport à ce qu'on sait, ça, c'est les données du ministère de l'Agriculture. En France, on a 5 millions d'hectares qui sont artificialisés. Ça fait 8% du territoire DOM compris et 9% du territoire métropolitain. Sur ces 5 millions d'hectares, on a une petite moitié qui sont rendus imperméables et une grosse moitié qui demeure perméable. Les surfaces bâties représentent 17% des sols artificialisés, donc ça fait 850 000 hectares. Et les sols revêtus stabilisés, par exemple les routes, les parkings, etc., ça regroupe 44% des sols artificialisés. Et donc, ça fait 2,2 millions d'hectares. Avec la méthode des fichiers fonciers, donc du CEREMA, on va plutôt s'intéresser au suivi annuel, plutôt que le suivi en stock global à une date donnée. Et donc là, le suivi annuel, il est donné entre 30 000 et 21 000 hectares sur les 10 dernières années, en sachant que les données du ministère de l'Agriculture, elles donnent plutôt entre 55 000 et entre 50 et 60 000 hectares. Donc, elles varient quand même du simple au double, ces données-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de débats sur les données à utiliser. Sur la répartition géographique, on voit que ça se concentre assez nettement autour du littoral et des grandes métropoles. Et donc, ça aussi, ça pose des questions sur comment on lutte sur un phénomène qui, en fait, ne se manifeste pas du tout de la même manière entre les territoires. Alors, pourquoi l'artificialisation des sols est un problème majeur? Bon, tout d'abord, l'artificialisation, c'est une perte d'espaces agricoles, naturels, forestiers, en majorité des espaces agricoles. Donc, entre 2006 et 2014, l'artificialisation, elle s'est faite pour les 2/3 sur les espaces agricoles. Et donc, dans un contexte de croissance démographique, c'est évidemment un problème du point de vue de l'autonomie alimentaire, du point de vue des impacts du dérèglement climatique, que ça soit sur les systèmes agricoles, mais aussi sur les systèmes naturels et forestiers. Et puis après, pour des considérations de transition écologique de l'agriculture. Donc, on parle par exemple de l'élevage qu'on veut faire davantage extensif, plus pâturant, etc. Donc, ça prend évidemment plus de place. Et donc, dans ce contexte-là, le fait de perdre des espaces agricoles de manière continue du fait de l'artificialisation, c'est vraiment un problème important. Du point de vue écologique, évidemment, les sols, c'est ce que je disais en introduction, c'est des écosystèmes en tant que tels, et donc qui soutiennent toute une myriade d'organismes vivants dans le sol, qui sont dépendants de la structure et de la composition du sol, justement, et qui remplissent des fonctions qu'on connaît, qui sont connues, donc la rétention de l'eau, la dégradation des polluants, l'habitat pour les autres organismes, la fourniture de nutriments, etc., etc., et évidemment le stockage du carbone. Et ça, il faut bien avoir en tête qu'il y a davantage de carbone stocké dans les sols que dans la biomasse. Et donc, en fait, quand on vient détruire un sol, et donc on vient déstocker du carbone, et donc dans la lutte contre le changement climatique, préserver les sols, c'est absolument crucial.
Après, à un niveau plus large, quand on sort simplement du niveau du sol, il y a le niveau de l'écosystème. Alors évidemment, quand on construit un parking, une autoroute ou un centre commercial, ça paraît assez évident, mais on détruit l'écosystème en place. Et au niveau du paysage, c'est ce qu'on voit à droite, on voit bien que à la fois l'étalement urbain, qu'on voit un petit peu en haut à droite du schéma, et le mitage, c'est-à-dire des constructions un peu en confetti dans le paysage, ça vient, ça vient fragmenter le paysage, détruire les continuités écologiques. Et ça, du point de vue de l'écologie des populations, en fait, c'est un gros problème parce qu'on vient affaiblir les populations animales et végétales sur le territoire et donc, in fine, les rendre moins résilients au choc, que ce soit climatique, sanitaire ou autre. Il y a aussi toute une partie d'impact non seulement écologiques, mais sociaux de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Alors, sur la série de cartes qui sont sur la droite, on voit la variation du nombre d'habitants par kilomètre carré par an. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un étalement, que la population s'est un peu dédensifiée dans sa répartition. Et donc, ça pose évidemment des problèmes d'accroissement des dépenses liées au réseau, que ce soit les routes, les réseaux d'eau, d'électricité, etc. Donc, c'est vrai pour les communes, c'est vrai pour l'État. Le fait que ces réseaux s'étendent, notamment les réseaux routiers, ça demande de plus en plus de trajets pour les personnes. Et donc, ça induit des coûts économiques, mais aussi des coûts sociaux, que ce soit de la fatigue, des accidents de la route, etc. Ça induit aussi une forme de dévitalisation des centres-villes. Donc ça a été assez... c'est quelque chose qui est assez connu avec les centres commerciaux périphériques, etc. Et puis finalement, une forme de fracture territoriale entre des territoires qui sont très peu denses, les banlieues dortoirs, etc., dans lesquels il y a finalement il y a assez peu d'activités économiques et sociales, et d'autres dans lesquels les services et les commerces sont concentrés. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi important de percevoir dans cette question de l'artificialisation des sols. Ce n'est pas seulement un impact écologique, mais aussi un impact social. Et donc c'est sur cette base qu'on a lancé l'étude donc avec la Fondation Abbé Pierre pour essayer de s'intéresser plus spécifiquement aux enjeux sociaux de la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, pour bien comprendre, il faut s'intéresser à la répartition de l'artificialisation par usage. Donc ce schéma-là, il montre chaque année vers quelle destination, c'est-à-dire pour quel usage, l'artificialisation des sols est réalisée. Donc, c'est avec les données du CEREMA que j'ai évoqué tout à l'heure. On voit que les 2/3, c'est pour l'habitat et un petit tiers plutôt un quart pour l'activité. Et donc, ça veut dire que tous les ans, on va utiliser 70% des 30 000 ou 25 000 hectares qu'on artificialise pour l'habitat, dans un contexte où, je vais y revenir, il y a des besoins forts en termes de logement. Alors, quand on regarde les choses pas en flux annuel, mais en stock, c'est-à-dire tous les espaces construits en France, en 2014, on avait 42% de l'artificialisation qui avait été faite pour l'habitat. Et donc ça, c'est à comparer au flux annuel de 70%. 28% pour les infrastructures de transport. Et on voit que le seul réseau routier, c'est 24%. Et donc ça pose question en termes de choix de mobilité et de type de mobilité qu'on veut développer. Et puis 30% pour le foncier économique. Alors, si on regarde la répartition des sols artificialisés, on l'a évoqué tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure la concentration autour du littoral et des grandes métropoles. On voit aussi que, en termes de répartition entre les communes, c'est très inégal. Donc, 5% des communes sont responsables de 40% de la consommation d'espace sur les 10 dernières années. Et 20% des communes, plus de 81%. Et donc, ces communes, encore une fois, quand on regarde les 5% des communes les plus consommatrices, elles se répartissent sur le littoral autour des grandes métropoles. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a une part des communes qui n'ont pas une dynamique démographique ou économique forte sur leur territoire, et pour autant, qui constatent une augmentation de leur artificialisation des sols. Et donc là, sur le schéma, c'est les territoires qui sont en rouge, où il y a une faible augmentation ou un déclin de la population et une forte évolution de l'artificialisation. Et donc, on voit qu'il y a quand même une décorrélation, parfois, entre la dynamique de territoire et l'artificialisation des sols. Et ça, c'est un point
qu'il faut aussi avoir en tête dans ce cadre-là. Alors, dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, il y a deux temps principaux de la mise en œuvre de la loi climat. Donc, il y a un premier temps dans lequel on est entre 2021 et 2031, où l'objectif, c'est de diviser par 2 la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux 10 années précédentes. Donc, on va diviser par 2 la consommation d'espace. Et ensuite, à partir de 2031, on utilisera la nomenclature que j'ai présentée plus haut et qui est en train d'être finalisée dans un objectif de réduction de l'artificialisation des sols pour arriver au zéro artificialisation nette en 2050. Et alors, cette question du net, justement, elle induit le fait qu'on puisse compenser par la renaturation d'espaces artificialisés le fait qu'on va aller consommer de nouveaux espaces. Et donc, cette question de la nomenclature, elle est aussi importante, elle est même très importante de ce point de vue-là, parce que en fonction de ce qu'on met de chaque côté de la barrière entre artificialisé et non artificialisé, et bien justement, on va influencer les exigences qu'on aura en matière de renaturation. Et donc ça, je pourrais y revenir dans les questions, mais c'est cette question du net, ça induit des transferts, et donc la question de comment on classifie ce qui est ou n'est pas artificialisé, c'est pas du tout neutre. Alors, par rapport à l'étude qu'on mène actuellement, évidemment, le principal point de tension sociale qui vient à l'esprit quand on voit les chiffres, et donc en référence aux 70% annuels affectés au logement de l'artificialisation, c'est évidemment le logement. Et donc là, quelques chiffres quand même pour rappeler à quel point la crise du logement s'enracine et est vraiment à court terme un enjeu qu'il faut articuler avec le ZAN, c'est qu'il y a 300 000 personnes sans domicile en France, 4 millions de personnes qui sont mal logées, 4,1 millions de personnes, qui font un peu ce qu'on appelle le noyau dur du mal logement. Et autour de ce noyau dur, il y a une forme de halo de mal logement, avec 12 millions de personnes qui sont fragilisées et 1 million de personnes qui sont dans un état de surpeuplement accentué. Et donc, dans ce cadre-là, quand on propose de réduire l'artificialisation des sols, il faut bien avoir en tête le fait que ces personnes-là, je pense notamment aux 300 000 personnes sans domicile, 4 millions de personnes mal logées, 1 million de personnes en surpeuplement accentué, il va falloir trouver des solutions dans les zones en tension, qui sont celles souvent où il y a eu le plus d'artificialisation des sols. Et donc, se poser la question des formes urbaines qu'on va construire, et notamment du logement collectif, en fait, qui artificialise beaucoup moins que le logement individuel. Alors, il y a aussi, à moyen terme, une dynamique de hausse du nombre de ménages, et qu'il faut aussi avoir en tête dans une logique d'objectif zéro artificialisation nette à 2050. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut arriver à prévoir dans notamment la manière dont on va répartir les quotas d'artificialisation nouvelle entre les territoires. Et donc, sans être trop technique, dans la loi, il est prévu que pour diviser par 2 la consommation d'espace entre 2021 et 2031, il faut en fait que les territoires se répartissent les droits à consommer du foncier. Et donc ça, il faut justement que soient pris en compte les tendances d'augmentation des ménages sur les différents territoires pour avoir des prévisions qui soient justes. Ensuite, pour replacer dans le contexte du ZAN le besoin de construction, on a un besoin de construction annuel de 400 000 logements par an pendant 10 ans, dont 150 000 logements sociaux dans les zones en tension. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler de manière fine à la répartition des droits à artificialiser. C'est de dire, dans les zones en tension où il y a des besoins de logement social, il faut être certain qu'on puisse effectivement les réaliser pour répondre à l'urgence en termes de logement. Alors, plus largement, on a mené environ 40 entretiens dans la première phase de l'étude, donc à l'automne. Le but étant d'aller au-delà de ce premier point de tension sociale sur le logement et d'essayer de voir une série, donc tous les enjeux sociaux possibles qu'on peut identifier, et donc pour articuler le ZAN avec les problématiques sociales. Et donc, on a 3 pôles qui se sont un peu dégagés, donc le logement qui est central,
des enjeux transversaux et puis des enjeux liés au cadre de vie, donc notamment l'accès à la nature, les questions de capacité à faire des projets de renaturation pour les communes, et puis toute la question de l'accès aux services, aux emplois sur les territoires, dans un contexte de foncier plus limité. Sur le logement, il y a évidemment la question du logement social, il y a la question des prix, il y a la question de la lutte contre la vacance des logements qui est parfois présentée comme une forme de solution parfois un peu simple, voire simpliste, pour répondre à la crise. Et en fait, quand on creuse le sujet, on voit que les logements vacants, pour partie, sont utilisables, mais en grande partie, en fait, ne sont pas forcément adaptés à la demande sur le territoire, pas facilement mobilisables, pas dans les mêmes territoires. En fait, la demande en logement, elle n'est pas forcément où les logements vacants sont situés. Et donc, il y a plein de contraintes en fait, qui font que ce sujet de la lutte contre la vacance est assez complexe et pas la seule solution qu'on peut mobiliser dans le contexte ZAN. Et puis après, d'autres sujets aussi un peu connus, comme la question des meublés touristiques et des résidences secondaires, qui, notamment sur le littoral, posent des gros problèmes d'accès au logement, la sous-occupation de certains logements, et puis des problématiques comme l'habitat spontané, particulièrement en Outre-mer, où là, ça pose des questions de comment on va suivre l'artificialisation des sols dans un contexte où en fait l'urbanisme spontané n'est pas référencé. Et donc, sur quelle base on va diviser par deux la consommation d'espace si finalement la consommation d'espace elle n'est pas déjà inscrite, officielle, suivie. Voilà. Et puis après, il y a des sujets transversaux. Alors, pour donner une idée du type de questions qu'on se pose, on parle souvent de la densification dans le cadre du ZAN. On va dire, pour moins consommer de foncier en étalement, il faut densifier les espaces qui sont déjà bâtis. Et évidemment, mais en densifiant, on va vouloir donc révéler ce qu'on appelle du foncier invisible. Et donc, ça veut dire, par exemple, diviser un jardin privé en 2 parcelles pour construire une maison dessus, aller faire de la division parcellaire dans différents quartiers. Et en fait, tous les habitants n'ont pas la même pression financière pour réaliser de la densification. Donc, pour être très clair, si vous êtes un ménage très aisé et qu'on vous propose de vendre votre jardin, une partie de votre jardin pour construire, vous n'avez pas forcément d'incitation très forte ou de contraintes financières très fortes qui vous poussent à le faire. En revanche, si vous êtes un ménage modeste, l'opportunité de gagner X dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour construire dans votre jardin, ça va être beaucoup plus important pour vous, pour votre économie de ménage. Et donc, il y a le risque aussi que dans la densification, on densifie d'abord dans des quartiers plus populaires, avec peut-être des déséquilibres au niveau de l'urbanisme. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Après, il y a des questions liées au changement climatique aussi, parce que pour l'instant, dans le ZAN, évidemment, on va aller distribuer des quotas d'artificialisation dans les différents territoires. Mais en fait, quid de l'impact du changement climatique à horizon 2030, 40, 50 sur la vivabilité de ces territoires et comment on prend ça en compte pour qu'en fait les nouveaux aménagements qu'on fait aujourd'hui ne se retrouvent pas finalement caducs dans 15 ou 20 ans parce qu'on n'aura pas anticipé par exemple l'accès à la ressource en eau, par exemple. Voilà, je m'arrête ici, mais c'est le type d'enjeu qu'on essaie de défricher dans cette étude-là qui paraîtra à l'été. Et enfin, pour finir, simplement vous dire que sur le sujet du ZAN, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Alors, il y a la question de la répartition territoriale des quotas, je l'ai évoqué plusieurs fois. Donc ça, c'est en cours, sachant qu'il y a aussi un travail législatif qui va potentiellement changer le calendrier de cette répartition-là. Donc, il y a le travail réglementaire en cours sur la nomenclature que j'ai évoquée, donc la nomenclature qui est en train d'être reprise, et puis 2 propositions de loi qui sont en ce moment au Parlement, donc une au Sénat et une à l'Assemblée nationale, qui visent à, en tout cas le titre vise à faciliter la mise en application du ZAN. Il y a beaucoup de propositions dans la proposition de loi du Sénat qui reviennent quand même à amoindrir l'ambition initiale issue de la loi climat. Je pense qu'on peut le dire de manière assez nette. Même s'il y a quelques outils qui sont utiles, et je pourrais répondre dans les questions, il y a quelques propositions qui sont effectivement utiles, il y a quand même, sans le dire, une volonté d'amoindrir l'ambition.
Et puis, pour l'instant, la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée, elle est sur la ligne de ce qu'a annoncé Elisabeth Borne lors du Congrès des maires. Et donc là, la question, c'est de savoir quelle proposition va prospérer et à la fin, quel sera le texte final en espérant que, voilà, pour nous, l'ambition la plus importante possible soit conservée par rapport à la loi climat. Voilà, je m'arrête là et je serai ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais commencer à poser les questions. On a une dizaine de minutes environ, puisqu'on essaye toujours de finir à l'heure. C'est la question d'Axel sur le BIMBI, dont tu l'as un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des évaluations sur le sujet? Tu as parlé de ses effets, hein, mais est-ce qu'il y a des évaluations sur le sujet? Alors, des évaluations de l'impact, je ne sais pas s'il y a des études déjà faites par les ministères, etc. Donc, vraiment des évaluations par la puissance publique. En revanche, il y a des retours d'expérience qui existent déjà. On cite souvent le cas de Périgueux, où il y a eu une démarche assez intéressante du point de vue du BIMBI, avec une vraie réflexion sur la densité vécue et donc l'acceptabilité, le travail un peu de discussion avec les résidents, et donc justement de penser à comment on fait en sorte que le BIMBI soit le plus vivable, et enfin même une opportunité pour améliorer le cadre de vie. Donc ça, Périgueux, je crois que c'est un bon exemple. Je sais que dans le Grand Poitiers, il y a eu toute une démarche aussi sur cette question de la densification désirable. Je crois que c'était ça le terme. Voilà, donc il y a des exemples. Il y a notamment des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans aussi. Donc, je pense à Ville Vivante, par exemple. Et donc, avec des retours d'expérience, je pense que sur leur site, vous trouverez ça, les travaux qu'ils ont pu réaliser. Et puis après, au-delà du BIMBI, il y a aussi des exemples de densification verticale. Et donc là, il y a des entreprises qui vont travailler sur des modèles où elles vont rajouter des étages, notamment dans les métropoles. Et donc, je pense à une entreprise qui s'appelle UpFactor, notamment, qui fait ça, et notamment pour du logement social. Et peut-être un mot sur les effets. C'est vrai que j'ai un peu dit, il y a un sujet de cohérence sociale, enfin de cohésion sociale et de répartition de l'effort de densification. Il y a aussi des opportunités vraiment intéressantes, en sachant que, par exemple, en densifiant, on peut utiliser les revenus de la densification pour financer les travaux de rénovation énergétique. Et donc ça, c'est un peu le modèle de UpFactor, par exemple, qui, en vendant l'étage supplémentaire d'un immeuble, en fait, va financer pour la copropriété une partie de leurs travaux pour rénover tout l'immeuble. Et donc ça, c'est des modèles vertueux qui sont intéressants. Merci. En effet, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le BIMBI? Oui, le BIMBI, c'est l'acronyme de Build in my backyard, et c'est simplement construire dans son jardin. Voilà. Il est évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a une question sur le point de friction entre le fait que les Français aspirent très fortement au logement individuel et le fait qu'il faille justement réduire l'artificialisation. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on sait sur cette aspiration au logement individuel et est-ce que se dessinent déjà des réponses vis-à-vis de ça? Alors, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est fort, et donc je pense qu'il ne faut pas le nier. Il y a eu une étude qui avait été commanditée par le ministère du Logement qui montrait les préférences pour l'habitat individuel des Français de manière assez écrasante. Après, la question, c'est en partie celle de savoir si on veut vivre dans une maison, mais aussi quelle est la forme urbaine que prend la maison. Parce que donc là, il y a pas mal de travaux qui ont été faits où on fait des représentations de la densité sur une parcelle. Et ça montre assez bien que quand bien même on vit en maison individuelle, si on fait une série de maisons en bande ou des maisons sur des formes carrées, etc., on est en fait beaucoup, beaucoup plus dense que des maisons type pavillon où la maison est posée au milieu de la parcelle. Et donc, ça, c'est vraiment un travail de dentelle, je pense, au niveau de chaque collectivité, d'aller expliquer et de faire voir aux habitants en fait,
le cadre de vie qui est effectivement intéressant et qu'on peut proposer avec des formes comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des territoires dans lesquels c'est difficile de proposer directement du logement collectif avec, en allant plus loin que des R+3, enfin des 3 étages, ou 3 ou 4, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent bah, nous, on n'est pas venus habiter dans ce territoire spécifiquement pour habiter en immeuble, sinon on habiterait dans une ville. Et donc, ça, c'est vrai que pour le milieu rural, il y a vraiment une question sur les formes de la maison individuelle. Et typiquement, la maison de village, historiquement, c'est des maisons qui sont collées, qui sont denses, qui ont des jardins à l'arrière, mais pas des maisons au milieu de parcelles. Et probablement, c'est à ça qu'il faut revenir, je pense. Ok, merci. Il y a une question de Solange sur les moyens de pression utilisables pour construire dans les grandes propriétés individuelles. Et il y a la question, en effet, de la propriété. Il y a une question sous-jacente aux travaux que vous menez. Alors, les moyens de pression pour construire dans les grandes propriétés individuelles, c'est-à-dire dans ce que j'évoquais, les grands jardins pour aller… C'est ça. Honnêtement, c'est difficile à dire à ce stade, dans ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que la question de la propriété individuelle en France, c'est quand même quelque chose, même ailleurs, mais en tout cas en France, c'est quelque chose de assez difficile à toucher. Et donc, c'est vraiment sur votre terrain, on peut difficilement vous obliger à construire. Enfin, je ne vois pas exactement même comment on peut vous obliger. Après, il peut y avoir de la pression fiscale. Mais quelque part, l'effet pervers de la pression fiscale, mettons qu'on augmente la taxe foncière, c'est que finalement, si vous avez des moyens pour payer, ceux qui vont se défaire de leur terrain parce que la taxe foncière est trop chère, ce n'est pas forcément les plus aisés de base. Et ça, c'est un sujet qu'on a vu notamment sur les logements vacants, où en fait, si on dit on va augmenter la taxe sur les logements vacants pour faire en sorte que les gens rénovent et mettent en location, mais en fait, l'effet de bord que ça peut occasionner, c'est que les ménages modestes ou classe moyenne qui ont une maison, par exemple, de village par leur famille, via leurs grands-parents ou autres, et qui n'ont pas les moyens de faire les travaux, et ben, ils se retrouvent dans une situation où la taxe elle est de plus en plus chère. Donc finalement, ils vendent à qui peut l'acheter leur bien, se défont du peu de patrimoine qu'ils avaient, et souvent, ça va être acheté par soit des gens plus aisés, soit par des entreprises. Et donc, ça aboutit peut-être à une forme de concentration de la propriété. Et donc, tout ça pour dire que l'outil fiscal comme incitation à changer de comportement, s'il n'est pas accompagné par des aides, etc., c'est par exemple des aides à la rénovation, c'est pas le plus efficace, pas forcément le plus efficace. Après, sur les grandes propriétés, honnêtement, c'est difficile. Je pense qu'il y a vraiment un travail de conviction à aller faire chez ces gens-là, mais je ne sais pas quels sont les outils pour vraiment faire pression au-delà de la fiscalité, mais comme j'ai dit, ce n'est pas une science exacte. Merci. Il y a une question de Thierry. Est-ce que vous abordez les enjeux des nouvelles politiques d'aménagement du territoire dans cette étude? Alors, je ne sais pas exactement à quoi on fait référence dans les nouvelles politiques d'aménagement du territoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait une série d'études de cas. Et donc là, on est en train de commencer les études de cas avec des territoires qui sont engagés dans des programmes de sobriété foncière. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur le ZAN. Il y a des travaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il y a des travaux sur les quartiers politiques de la ville avec l'ANRU. Donc, il y a pas mal de collectivités un peu pilotes, un peu pionnières, qu'on va interroger dans les prochaines semaines pour justement voir quelles réponses elles ont mis en œuvre pour aller vers plus de sobriété foncière. Et donc ça, effectivement, dans l'étude, ce sera illustré par les études de cas en montrant les pistes possibles en fonction des différents types de territoires. Donc, on va aller voir des territoires ruraux, des territoires denses en métropole en tension. Il y aura des territoires d'outre-mer, il y aura des territoires littoraux, etc., etc. Merci. Il y a une question de Pierre-Yves qui dit finalement, donc 8% du territoire français est artificialisé. Donc à l'inverse, ça veut dire que 92% ne l'est pas. Donc finalement, est-ce que c'est une situation si néfaste? C'est vrai que c'est la réponse un peu spontanée. On se dit, ah, mais 8%, finalement, pourquoi pas 12, pourquoi pas 15? Et c'est vrai que je crois qu'en Belgique, c'est 2 fois plus qu'en France, en ratio. Après, on n'a pas le même territoire. Le sujet, c'est que
il y a deux choses. Il y a à la fois la dynamique d'augmentation, et ça, je ne l'ai pas remis, mais c'est vrai que j'aurais pu. L'artificialisation a augmenté de 82%, je crois que c'est ça, bon, 80% ces 40 dernières années. Et donc, quand on voit la dynamique, alors que la population a augmenté 19%. Donc, en fait, il y a une décorrélation totale entre le rythme auquel on artificialise et la dynamique démographique. Et donc, ça, ce n'est pas du tout durable. Et donc, au-delà peut-être du chiffre de 8 ou 9%, ce qui interroge beaucoup, c'est cette dynamique-là, en fait. Et puis après, il y a l'impact en termes de fragmentation, parce qu'en fait, 8% du territoire qui serait concentré au même endroit ou en fait éparpillé, imité partout, pas du tout la même chose. Et si on commence à regarder, en fait, ça, ce serait un travail intéressant qu'on n'a pas les moyens de faire, mais quelles sont les zones qui sont affectées par les espaces artificialisés, que ce soit en termes de pollution ou de perte d'usage ou de nuisances, etc. En fait, on se retrouve avec un territoire qui est complètement maillé. Et donc, du point de vue des continuités écologiques, etc., c'est vraiment très important, en fait, d'arriver à 8, 9, 10%, c'est déjà très important. Et puis après, dernier point sur la question agricole. Je pense que ces derniers mois nous ont vraiment montré qu'on ne peut pas se permettre en fait, de perdre davantage de terres agricoles. Et a fortiori dans un contexte de changement climatique où la géographie agricole en France va vraiment, vraiment beaucoup bouger, je pense qu'on a vraiment intérêt à tout faire pour préserver les terres agricoles autant qu'on peut. Merci Rémi. Il est 9h29 et donc on va devoir bientôt clore ce webinaire. Certains et certaines d'entre vous ont fait part de biblio avec un livre sur la vie de stationnaire. Je pense que vous les voyez tous, hein, le livre du pacte civique sur habiter quelque part sans détruire l'écosystème qui nous fait vivre, ou un bouquin sur l'habitat pavillonnaire d'Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé. Donc voilà, ça fait de la matière un peu pour tout le monde. Encore une fois, ce webinaire il sera disponible à minima à la demande, et peut-être qu'on le mettra aussi sur le site du pacte, on est en train de voir ça. Donc n'hésitez pas en tout cas à me le demander, je vous enverrai le lien vers la vidéo. Et puis c'est un sujet qu'on abordera au sein du collectif, parce qu'évidemment le travail, j'allais dire préliminaire, parce qu'il y a peu de travaux sur les sujets croisés, la dimension croisée environnementale et sociale de l'artificialisation, ça pourra nourrir aussi nos réflexions collectives. Donc, je pense que c'est un sujet qu'on pourra travailler ensemble dans les mois et années à venir. Merci beaucoup à toi, Rémi. Et puis, je vais te transmettre aussi les questions qui ont été posées. C'est toujours intéressant d'avoir un regard et ça permet de compléter les analyses. Merci à toutes et à tous et puis à très vite. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.